31 degrés à Porto Novo. La météo annonce également quelques précipitations dans la ville au cours de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Setovi, dans le 10e arrondissement de Cotonou, un Tolegba cohabite avec l'école primaire publique du quartier. Une équipe de la rédaction est allée comprendre les raisons et les impacts de cette cohabitation. Le reportage à suivre dans ce journal. Un nouveau regroupement de mouvements politiques pour la victoire du duo Wadaï Talata à l'élection présidentielle. Il s'agit de Bénin Uni et Solidaire en abrégé BUS qui rassemble 83 mouvements politiques. Les précisions à suivre. Et puis, célébration ce jour 13 février de la Journée mondiale de la radio. Nous recevons au cours de cette édition le chef service des programmes de la radio nationale, Gilles Odilon Yacobo. Avec lui, il sera question d'aborder les liens entre la radio et l'intelligence artificielle. À nouveau, bonjour. Dans le 10e arrondissement de Cotonou, précisément dans le quartier Setovi, on assiste à une cohabitation quelque peu particulière. Il s'agit d'un fétiche qui cohabite avec l'école primaire publique de cette localité. Qu'est-ce qui explique cette cohabitation? Une équipe de notre rédaction a cherché à avoir des réponses à cette interrogation. Suivez plutôt. Déplacé de sa position initiale à cause des travaux d'asphaltage, le fétiche Tolegba est installé dans un angle de la clôture de l'école primaire publique Setovi. Il existait déjà à l'époque des rois du Bénin. Son emplacement n'a aucun impact négatif sur l'école. Aujourd'hui, plus personne vivante ne peut raconter la genèse de ce fétiche. Il protège beaucoup et il n'y a pas de souci avec l'école ni les riverains. Comme ce premier responsable des Hundjor, les riverains pensent aussi que le fétiche veille sur les habitants du quartier et sa présence dans les environs de l'école ne perturbe en rien les activités pédagogiques. Le fétiche, je peux dire que moi, ça ne me gêne pas. Il était là avant que moi je vienne m'installer là, au fait. J'ai toujours des clients. Ils viennent payer sans souci, au fait. Les élèves même savent qu'il y a quelque chose là. Ils ne s'approchent pas. Non, les gens viennent. Les soirs, si vous venez ici, là, c'est autre chose. Les voitures, les dames, les jeunes, tout le monde vient, au fait. Tout le monde, c'est viton, vraiment. Et c'est que le fétiche de Setovi fait du bien à la population. Ce n'est pas seulement les habitants du quartier qui en bénéficient. N'importe qui lui demande quelque chose trouve. Avec les élèves, il n'y a aucun problème. Il fait du bien à tout le monde. Dans l'univers des traditions vaudou du sud Bénin, le Tolegba est le symbole de la protection, de la justice et de l'abondance. Dans la pratique, les populations peuvent faire à ses pieds des offrandes pour recevoir en retour le succès dans leurs activités ou le déblocage financier ou professionnel selon le cas. On parle à présent de la préparation de l'élection présidentielle à venir. La Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin a accueilli ce mardi et ce pour 3 jours une délégation de la Direction générale des élections du Sénégal. La visite de travail et de partage d'expérience s'inscrit dans une démarche de réciprocité après l'expérience de la Sénat à Dakar l'an dernier. Cette rencontre renforce la coopération institutionnelle en favorisant l'échange de bonnes pratiques en matière d'organisation et de gestion des processus électoraux. Au programme figurent plusieurs séances de présentation portant sur l'organisation et le fonctionnement des organes de la Sénat, la dématérialisation du processus électoral, le financement public des partis politiques ainsi que d'autres thématiques liées à la gouvernance électorale. La délégation sénégalaise est conduite par Biram Séné, directeur général des élections. Elle est composée également de membres de la société civile, d'experts électoraux et du chef de la division en charge des études juridiques. Écoutons Sakalafia, président de la Sénat, à l'ouverture des travaux. Il y a 1 an environ, nous étions aussi à Dakar pour nous inspirer de leur façon de faire, de leur manière d'organiser les élections. Les leçons tirées
de notre visite au Sénégal nous ont permis d'organiser nos premières élections couplées. Aujourd'hui, les mêmes collègues qui nous avaient reçus au Sénégal sont au Bénin pour une visite d'échange parce qu'ils estiment que nous avons des particularités ici dans l'organisation des élections, dans l'organisation générale des partis politiques, allant de leur financement à leur fonctionnement. Ils ont voulu se rapprocher de nous pour s'inspirer de comment le Bénin fait pour que les élections se passent dans le calme. On leur a expliqué que la Sénat au Bénin comporte la Direction générale des élections et le Conseil électoral. Au Sénégal, ils n'ont qu'une seule structure, la Direction générale des élections. Donc, ils vont comprendre comment ça se passe et nous allons échanger et pour la suite tirer des conclusions. Je l'annonçais en titre, après la plateforme Jeunesse Wadaï, un nouveau regroupement de mouvements politiques s'est constitué au profit de la victoire du duo Wadaï-Talata à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Ces mouvements politiques, au nombre de 83 à l'origine, ont créé sous l'impulsion de Christian Yenoussi la plateforme Bus Entendez Bénin Uni et Solidaire. Sa vocation n'est pas de devenir un parti politique, encore moins de concurrencer les formations politiques qui soutiennent déjà le candidat Wadaï, mais le bus est un moteur de rassemblement et de mobilisation autour de la vision du projet de Romuald Wadaï. Virgile à Rodéon. Ils sont désormais en ordre de bataille, prêts à sécuriser la victoire de la compétence sur l'aventure politique. Pour officialiser leur adhésion à la candidature de Romuald Wadaï à la présidence de la République, ils embarquent tous dans le même bus, Bénin Uni et Solidaire. Bénin Uni et Solidaire n'est pas seulement une plateforme politique, c'est une dynamique. Nous sommes nés d'une conviction simple. Le Bénin de demain ne peut pas se construire sans sa jeunesse, encore moins sans ses femmes. Bénin Uni et Solidaire est une plateforme d'envergure nationale. Elle est née avec l'adhésion de 83 mouvements politiques, les tout premiers à rêver d'un Bénin fort et respecté. Ici, on se tient par la main pour renforcer la mobilisation collective autour du projet politique de Romuald Wadaï, dont la jeunesse est un gage d'assurance. Nous avons une chance unique. Pour la première fois dans le parcours politique de notre pays, notre candidat nous ressemble. Il est jeune. Il sait mieux que chacun de nous l'importance ô combien grande du rôle de la femme et des jeunes dans la construction de notre édifice commun. Le 12 avril prochain représente donc pour les initiateurs de bus une opportunité rêvée pour valider le ticket de la préservation et de la consolidation des acquis de la gouvernance talon aux côtés des partis politiques. Nous voudrions être le plus clair possible. Nous ne sommes pas les concurrents des partis politiques. Nous n'en avons ni la vocation ni l'ambition. La plateforme BUS se veut un complément parfait pour les partis politiques. Cette posture est sous-tendue par l'allégorie d'un bus qui n'a jamais choisi ses passagers en fonction de leur appartenance politique. Ils entendent donc ratisser au-delà des logiques et des limites partisanes et fédérer toutes les énergies favorables à la victoire de leur candidat. Fin d'un long calvaire pour des milliers de transporteurs et un véritable soulagement pour les économies de la sous-région. Après 46 jours d'attente interminable, les moteurs vrombissent à nouveau sur le corridor Segbana-Kamba. Ce lundi à 13h17 précise, le premier camion a franchi la frontière, marquant la reprise officielle du trafic entre le Bénin, le Nigeria et le Niger. Plus de 2000 poids lourds étaient immobilisés, formant une file indienne. Compte rendu de la cérémonie avec Epiphane Tchabi. Ce n'est pas qu'un simple départ de camion, c'est le signal d'un retour à la vie économique. Après 46 jours d'une immobilisation éprouvante, le corridor Segbana-Kamba sort enfin de sa torpeur. L'attente était devenue un fardeau pour plus de 2000 transporteurs venus de Cotonou, de Sémékpodi ou encore d'Ila-Kondi. Mais ce lundi 9 février, la diplomatie douanière et la coopération sécuritaire ont eu le dernier mot.
Sur le terrain, le colonel Dramane Aruna recevait des douanes de Segbana ce vœu rassurant. Il ne s'agissait pas d'une crise, mais plutôt d'un réaménagement administratif. Un ajustement technique est nécessaire pour garantir demain un passage plus fluide et sécurisé vers le Nigeria. Nous sommes réunis ici par rapport à la situation du transit. Il y a connu un petit arrêt, juste pour quelques minutes, pour des aménagements. Ne pas pour un blocage, ne pas pour une fermeture, ne pas pour une fermeture. Par rapport à ce que les gens le disent, c'est pas une fermeture frontière. Donc, c'est tout ce programme sur place. Aujourd'hui, nous avons relancé les activités et les camions sont partis. La coordination est totale. À Segbana comme à Kamba, les administrations béninoises, nigériennes et nigériennes avancent désormais d'un même pas. Une fraternité d'âme et d'intérêt saluée par l'officier Stephen Paul du côté nigérian. Pour les opérateurs logistiques, cette reprise est une bouffée d'oxygène. Elle confirme surtout la robustesse de l'axe Cotonou-Kandi-Segbana, une alternative plus que jamais crédible et compétitive pour desservir l'Interland. Puis à 13h17, le premier verrou saute sous les applaudissements. Pour les conducteurs, ces 46 jours ont été une épreuve de patience. Oui, maintenant, quand on a vu les camions sont en train de passer, on est très content. Mais avant là, on a dirait ici, on attend chaque jour, on dit lundi là. Nous, jusqu'à on a fatigué, on a fait 46 jours ici. Mais maintenant, quand les camions sont en train de passer, on est très content vraiment. En reconnectant ces deux poumons du commerce régional, le Bénin et ses voisins réaffirment leur volonté d'intégration. Le corridor est de nouveau ouvert et avec lui, c'est tout le commerce ouest-africain qui retrouve son élan. La route, enfin, appartient de nouveau aux transporteurs. Derrière cette reprise, des visages marqués par l'attente des entreprises fragilisées, mais aussi l'espoir d'un redémarrage rapide des activités. Si les autorités saluent une coordination efficace entre les services de sécurité et les administrations douanières des trois pays, sur le terrain, les acteurs du transit, eux, parlent de perte de patience forcée et surtout de soulagement. Quels impacts ces 46 jours de blocage ont-ils réellement eu sur leurs activités? Voici pour vous les réactions des transitaires présents à la frontière. Après l'arrêt de plus d'un mois des activités du frontière de Segbana, aujourd'hui, nous avons vu les camions ont commencé par traverser. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce que les activités économiques ont commencé. En plus, les emplois qui se sont arrêtés ont repris. On ne peut que remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, et son ministre des Finances et de la Coopération, M. Romiad Ouadaï, ainsi que tout le gouvernement de la République du Bénin. Nous leur disons merci, chapeau pour eux. En plus de ça, nous rassurons les transporteurs que la société ici Africa est là pour assurer la sécurité des biens sur des personnes, des tracasseries de transit, ainsi que des tracasseries routières sur le long de la voie inter-État Cotonou, Kandi, Segbana, Nigeria. Tout a été formalisé maintenant. Nous exhortons les transporteurs de ne plus avoir de doute pour le chargement en transit vers le Nigeria. La voie est libre. La sécurité des personnes et des biens, l'intégration est aussi bonne. On ne peut que dire merci à toutes les autorités à travers nous qui ont œuvré pour cette réouverture. Le monde célèbre ce 13 février un média vieux de la fin du 19e siècle. J'y arrive. Il s'agit de la radio qui aujourd'hui est non seulement confrontée à l'évolution de la technologie, mais également du numérique. Le thème retenu pour l'édition 2026 est « L'IA est un outil ». Pas une voix. Nous avons donc en plateau le chef service des programmes de la radio nationale, M. Gilles Odilon Yacobo. Bonjour. Bonjour Madame Tofa, merci pour l'invitation. Et merci vraiment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors dites-nous, en tant que chef du service des programmes à la radio nationale, quelle place occupe aujourd'hui l'IA dans les activités de la radio? C'est vrai que depuis quelques temps déjà, les intelligences artificielles, notamment les IA génératives, ont fait leur entrée dans les différentes rédactions. Mais l'IA doit être considérée aujourd'hui comme un outil d'optimisation
au lieu comme un substitut en fait au travail. Avec une IA, on peut par exemple faire des activités à l'origine chronophages, des activités qui vous prennent du temps, faire de la veille informationnelle par exemple et faire d'autres activités de transcription. Mais nous pensons que le cœur du métier, le volet éditorial, doit pouvoir garder l'empreinte de l'homme, l'empreinte et puis la signature d'un humain. Une IA ne saurait remplacer un homme dans le traitement de l'information, dans une analyse journalistique ou encore dans la rédaction d'un commentaire ou d'un reportage. Alors, puisque vous le dites, comment garantir l'éthique journalistique face à des outils, ces outils qui n'ont aucune déontologie ni aucune conscience professionnelle? Oui, beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que l'IA est une machine, ou du moins, certes, c'est une intelligence, elle nous permet d'aller vite sur certaines tâches, mais elle reste une intelligence artificielle, donc un moyen pour aller vite, mais pas pour bien faire, pas pour garder une signature véritable. Je pense que la première règle, déjà, la principale, on ne peut pas déléguer l'éthique à une machine. À partir de ce moment, on part du principe que même si l'IA vous aide à produire un document, il faut cette validation humaine pour que le document soit un document qui éthiquement sera accepté. Et nous, justement, dans nos différentes rédactions, nous sommes allés jusqu'à cette alternative, rendre obligatoire cette validation humaine, d'abord de tout document produit par l'IA, avoir la conscience professionnelle d'informer que ce document, peu importe la nature du document, est produit par une intelligence artificielle et que ce document a reçu la validation d'un homme, donc d'un humain, avant qu'il ne soit mis à disposition. Donc il y a la vérification systématique des contenus produits avec l'aide de l'IA, il y a la traçabilité de l'usage et puis il y a cette signature obligatoire où lorsque nous comptons diffuser, malgré les validations, une œuvre produite par une intelligence artificielle, il va falloir préciser que cette œuvre, elle est produite en partie ou totalement par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je pense que dans nos différentes rédactions, la chose est respectée. L'IA, certes, nous aidera à pouvoir aller plus vite, mais elle ne nous aidera pas forcément à faire mieux. Voilà. Alors, à quel moment l'usage de l'intelligence artificielle devient une problématique pour la crédibilité d'un média? Oui, ça devient un problème quand, par exemple, l'élément il est produit sans validation humaine, je l'avais dit tantôt. Ça devient également un problème lorsque la machine remplace le jugement. Le jugement éditorial, on ne peut pas le confier à une machine. Et lorsque vous voyez que dans certaines rédactions, systématiquement, il y a, pour ce qui est du cœur du métier, je parle du cœur du métier, l'édito même, quand vous voyez que la machine doit remplacer les hommes, ça devient un problème. Et il va falloir remédier à cela. Oui, pour une intelligence artificielle, pour régler certaines tâches, parce qu'en réalité, elle a cette aptitude-là à aller plus vite que nous, à nous faire gagner du temps. Et aujourd'hui, vu la façon dont les infos vont vite, il faut rattraper tout cela. Donc, elle peut nous aider à gagner du temps, mais j'insiste sur cette validation éditoriale qui nous permettra de pouvoir donner une meilleure empreinte à nos productions. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale, quel est le message que vous avez apporté à l'endroit de ces jeunes, plus jeunes journalistes, je dirais, qui sont tentés de laisser l'intelligence artificielle faire le travail à leur place? Et je pense que vous, le mot un peu faible, sont tentés de, oui, qui aujourd'hui laissent carrément l'intelligence artificielle faire le travail à leur place. Moi, je vais leur dire simplement, vous pouvez maîtriser les IA, mais ne laissez pas les IA vous maîtriser. En réalité, il s'agit de cela. Vous maîtrisez une intelligence artificielle, vous savez l'utiliser à votre compte, mais ne laissez surtout pas l'intelligence artificielle vous maîtriser, vous remplacer dans tout ce que vous pouvez faire comme tâche. Et tout, ne les laissez pas vous remplacer. L'IA peut proposer, mais seul le journaliste dispose de la légitimité pour finaliser
un document, par exemple journalistique, un document qui mérite une validation humaine. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Gilles Odilon Yacoubou. Je rappelle que vous êtes le chef du service des programmes à la radio nationale. Merci d'être passé sur notre plateau et restez avec nous pour la suite de cette édition. Merci beaucoup. Le directeur général du Fonds national de la microfinance, FNM, a organisé une conférence de presse ce mardi au siège de l'institution à Cotonou. Objectif: présenter en cette nouvelle année aux professionnels des médias les avancées en matière de mise en place des microcrédits au Bénin. Voici le compte rendu de la conférence de presse avec Ouliat Sanoussi et Moufid Saboura. Face aux professionnels des médias mardi, le directeur général du Fonds national de la microfinance, FNM. Une conférence de presse organisée pour présenter l'évolution de la mise en place des microcrédits au Bénin par le gouvernement, notamment le produit phare dénommé Alafia, destiné aux populations à faible revenu. Au total, d'octobre 2020 au 31 décembre 2025, le montant cumulé mis en place du microcrédit Alafia est de 53 374 283 485 francs CFA, qui a impacté 635 829 bénéficiaires, dont 565 354 femmes et 70 475 hommes. Face à l'engouement suscité, le microcrédit Alafia a connu plusieurs phases. La première phase a été lancée en octobre 2020 à Savet avec des montants de 30 000 à 50 000 francs CFA. La deuxième phase, initiée en juillet 2022 à Pomassé, proposait des montants de 50 001 à 100 000 francs CFA. Puis, en octobre 2025 à Parakou, le microcrédit Alafia 3 voit le jour avec des allocations allant de 100 001 francs à 200 000 francs CFA. Au titre de 2025, le montant décaissé sur le microcrédit Alafia est la seconde meilleure performance depuis 2020, pour un total de 12 80 655 000 francs CFA. En termes de perspective, le FNM s'inscrit depuis sa prise de fonction résolument dans une stratégie ambitieuse et nouvelle. Construire un environnement de financement inclusif au service de l'autonomisation durable des populations. Et au-delà du microcrédit Alafia, le Fonds national de la microfinance dispose d'un portefeuille diversifié de produits et de programmes en faveur de l'autonomisation des populations. Au cours de cette conférence de presse, le directeur général du FNM les a présentés aux hommes des médias. On l'écoute. Il s'agit du microcrédit Arche, lancé en 2024. Depuis lors, un montant de 294 963 900 francs CFA a été décaissé au profit de 401 artisans au 31 décembre 2025. La subvention inclusion lancée en 2025, un montant de 51 269 650 francs CFA, a été accordée à 269 personnes portant un handicap. La subvention d'installation des jeunes issus du programme Prodige, démarré en 2023, pour laquelle 3 836 764 500 francs CFA ont été décaissés au profit de 19 184 jeunes. Du microcrédit ciblant les projets de développement des périmètres irrigués en milieu rural, lancé en 2023, un cumul de 634 813 455 francs CFA a été décaissé au 31 décembre 2025 au profit de 2603 bénéficiaires. Toujours par rapport aux autres produits et programmes dont dispose le Fonds national de la microfinance, je vous invite à suivre à nouveau le directeur général du FNM, Adeyemi Joël Afoyon, au micro de Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouron. Il s'agit enfin du microcrédit ADAPWAP destiné aux populations riveraines des parcs Pendjari et W pour le renforcement de leur résilience face à l'insécurité dans cette zone à risque.
Nous avons démarré ce programme en 2025 et nous comptabilisons au 31 décembre 2025 134 bénéficiaires pour un accompagnement à hauteur de 27 700 000 francs CFA. Et je finirai avec le refinancement des institutions de microfinance, nos partenaires, qui, de 2016 au 31 décembre 2025, ont, grâce à l'État béninois, à travers le Fonds national de la microfinance, pu être soutenus à hauteur de 35 milliards 7 750 000 francs afin d'accélérer leur déploiement dans nos 77 communes. Au total, de 2016 au 31 décembre 2025, l'État béninois a contribué à plus de 94 milliards de francs CFA pour l'autonomisation des populations. Dans la suite de cette édition, don de moyens roulants et d'équipements spécifiques de sécurité à la base des CRS à Zobo ce mercredi, c'est un don de la République populaire de Chine destiné à renforcer les capacités de réaction de la police républicaine dans un contexte sous-régional africain et même mondial marqué par l'insécurité. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, avec à ses côtés l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Reportage. En dehors des 20 véhicules pick-up neufs, les échantillons des équipements spécifiques de sécurité que le gouvernement chinois a bien voulu mettre à la disposition de la police républicaine sont exposés dans cette salle de conférence des CRS à Zobo. Il s'agit des gilets, des casques de sécurité, des stations de base et des stations relais, des brouilleurs de communication, des systèmes de localisation de véhicules, des GPS, des contrôleurs et des détecteurs de métaux, des fibroscopes et des télescopes, des brouilleurs de communication à vision nocturne, des appareils à rayons X, des combinaisons de protection, des jets d'eau à haute pression, sans oublier les équipements de déminage et de désactivation d'explosifs. D'une valeur estimée à 1,562 milliard de nos francs, ces matériels roulants et équipements donneront sans nul doute un souffle supplémentaire à la police républicaine, dont je salue une fois encore le professionnalisme face aux menaces auxquelles notre pays est confronté, aussi bien à l'intérieur qu'aux frontières. J'apprécie hautement les efforts déployés par les autorités de la sécurité publique et de la police républicaine pour la sécurité nationale, à la stabilité sociale. Comme partenaire stratégique et ami sincère du Bénin, la Chine est toujours disposée à apporter un soutien et aussi pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. Ce don intervient dans le cadre de l'initiative de la sécurité mondiale proposée par le président chinois pour une sécurité plus commune, plus globale, plus coopérative et plus durable. Une formation technique est prévue au mois de mars et l'objectif est de mettre les forces de défense et de sécurité béninoises à niveau quant au maniement de ces équipements. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu la revue sectorielle du secteur de la décentralisation et de la déconcentration au titre de la gestion 2024, tenue en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre d'évaluation s'inscrit dans une démarche de transparence et de redevabilité. Il s'agissait de faire le point des performances enregistrées au cours de l'année 2024, tant au niveau de l'administration centrale que des collectivités territoriales et décentralisées. Le ministre Raphaël Akotenyon a ouvert les travaux. Depuis 2021, les réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation au Bénin ont profondément transformé la gouvernance locale, imprimant une nouvelle dynamique à la gestion des communes. Le bilan de la gestion 2024 met en lumière ici des avancées notables, notamment en matière de finances locales, de gouvernance et de performance institutionnelle, même si les disparités subsistent d'une commune à une autre. L'objectif général de cette revue est d'apprécier les performances du secteur 2D au titre de la gestion 2024, notamment sous les aspects finances et gouvernance. Les partenaires réaffirment leur engagement et disponibilité dans l'accompagnement technique et financier des parties prenantes du secteur,
dans ce contexte de renouvellement des élus communaux et municipaux et de l'opérationnalisation du FIC, Fonds d'investissement communal. Au terme de cette revue, il ressort que les collectivités territoriales décentralisées ont globalement amélioré leurs indicateurs de performance avec des résultats jugés encourageants par les différents acteurs du secteur. Le taux de participation des élus aux sessions ordinaires des conseils communaux est passé de 70,72% en 2022 à 84,59% en 2024, traduisant un renforcement de l'engagement institutionnel et de la responsabilité des élus communaux. Cette revue sectorielle intervient dans un contexte particulier marqué par le lancement du document de planification stratégique Bénin Vision 2060 à la FIA et à la veille de l'installation de nouveaux conseillers communaux. Une étape stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives pour la consolidation de la décentralisation et le renforcement du développement local au service des populations. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.